Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Si tu aimes la littérature asiatique, la science-fiction et les essais, je pense que tu peux trouver ton compte aujourd'hui dans ce topo lecture parce que c'est ce que tu vas retrouver. Le premier livre que je te présente aujourd'hui, c'est le roman de science-fiction, et roman, c'est pas tout à fait exact puisqu'il s'agit de l'intégrale de Silo que j'ai lu en juillet. J'ai donc assez vite enchaîné les 3 tomes et ça faisait très longtemps que je voulais le lire, donc je suis vraiment ravie d'avoir enfin franchi le pas et lu l'intégrale de Silo. C'est donc l'intégrale de Youg Aoi qui est composée de 3 tomes. On est ici aux éditions Actes Sud. Le premier tome a été écrit, publié en 2011 pour la version originale et il est sorti en version française en 2013. Voilà. Je ne vais pas le faire pour tous les tomes, mais donc comme ça, tu sais un petit peu quand est-ce que ça se situe. Le premier tome s'intitule Silo, le deuxième Silo Origine et le troisième tome Silo Génération. Et ces 3 romans ont été traduits de l'anglais donc par Johan Gentrich et Laure Manceau. Voilà pour les différentes infos. De quoi parle ce monument, ce classique maintenant de post-apo? Eh bien, on va se retrouver sous terre, dans un silo de 144 étages, le tout organisé autour d'un escalier central, et à chaque étage vivent évidemment des gens. Comment ça s'organise? Qui sont-ils? Bon, c'est l'enjeu, hein, comme à chaque fois. Moi, j'aime bien me plonger sans trop en savoir, donc je ne vais pas te donner trop d'infos, mais si tu me suis, tu commences à le savoir. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que quand on démarre l'histoire, on va être avec Holston, qui est le shérif du silo, et ce shérif, on ne sait pas très bien ce qui lui arrive, mais il dit qu'il veut sortir. Il est emprisonné et on lui demande d'aller nettoyer quelque chose en surface, et on sait, en tout cas on apprend assez rapidement que vu qu'il va sortir, vu qu'il doit nettoyer, eh bien il est en danger de mort, il va mourir. C'est un peu notre première approche avec ce silo qui évidemment d'entrée de jeu n'est pas un enfant de cœur. En tout cas on se dit que ces gens vivent des choses assez compliquées et risquent leur vie. Et donc voilà, on démarre un petit peu avec ce personnage-là, et puis très vite on va croiser la route d'autres personnes, comprendre évidemment en fonction de qui ils sont, de leur fonction dans le silo, comment ça fonctionne. C'est un premier tome qui est, en tout cas que j'ai trouvé, très bon. Il y a un rythme qui est très haletant, il y a énormément d'action, c'est vraiment ça que tu peux retrouver dans Silo. C'est un roman post-apo avec de l'action. Il y a néanmoins des personnages qui sont assez forts. Moi, je me suis retrouvée très attachée aux personnages principaux. Je trouve qu'ils sont bien dépeints, je trouve qu'ils ont de chouettes personnalités, de chouettes interactions. Il y a beaucoup d'enjeux. C'est un livre qui ne ménage pas ses personnages, et donc le lecteur est pris, évidemment, puisqu'il ne sait pas ce qui va leur arriver, et tout peut arriver. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rythme, j'ai lu assez rapidement ce premier tome et j'ai eu un énorme plaisir de lire. Et ça, je pense que si on recherche ça, eh bien on le trouve. Voilà. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que pour moi, ça a bien fonctionné en termes de, comme je le disais, d'histoire, d'action, de rythme et de personnages. Je trouve que c'est écrit de manière très fluide et donc ça se tourne bien. Quant au deuxième tome, Silo Origine, j'ai été un petit peu moins convaincue, mais c'était une bonne lecture quand même. C'est un tome qui va plutôt nous faire comprendre comment ça a été construit, quelle est l'origine du silo. En ça, on a l'impression au départ qu'on est dans une toute autre histoire, alors c'est un peu vrai, mais il nous manque un peu de lien, puis ça arrive, mais j'ai envie de dire à la moitié, 2/3 du livre. À ce moment-là, les liens commencent vraiment à se faire avec, voilà, les personnages de ce premier tome, et donc ça j'ai vraiment bien plus apprécié.
ma lecture quand on revenait au personnage qui m'avait plu. Dans ce deuxième tome, on va vraiment remonter le temps, et donc si on aime bien cette perspective-là, comprendre d'où en sont venues les choses, on est servi avec ce tome, mais j'ai trouvé que les personnages sur lesquels on faisait le focus étaient moins percutants, moins passionnants, et donc j'ai été moins prise au niveau émotionnel parce que je les ai moins appréciés, en tout cas j'ai été moins touchée par ces personnages, et j'ai trouvé quand même aussi que c'était moins haletant en termes d'action, de rythme ou de voilà, ce qui pouvait se passer. Puis très vite j'ai enchaîné avec le troisième tome, Génération donc, et celui-là était quand même encore un poil plus décevant que le tome 2. Pour moi, il y a vraiment eu le tome 1 qui était un peu flamboyant, le tome 2 qui était une bonne lecture, donc je ne peux pas cracher dessus, et puis le troisième tome qui pour moi était un peu en deçà. J'ai été vraiment déçue et je suis arrivée au bout parce que je voulais clore mon intégrale, mais voilà, c'était un peu plus pénible. Je trouve que là, ce qui a péché, c'est qu'il y avait beaucoup d'actions. Quand on aime ça, on risque d'être servi. Moi, j'ai trouvé que ces actions partaient trop dans tous les sens. Et donc, j'avais envie à un moment de me centrer sur certaines actions, certains personnages principaux. Et là, ça allait trop dans tous les sens. Et puis, ce qui m'a particulièrement embêtée, c'est qu'il y a certaines problématiques qui arrivent, mais qui découlent d'un manque de communication. S'ils s'étaient parlé, s'ils s'étaient écoutés, ça ne se serait pas passé. Et c'est vrai que c'était très énervant de se rendre compte de ça en tant que lecteur. Enfin, pour ce tome-là, j'ai trouvé aussi que le dénouement était un peu rapide et j'ai trouvé ça un peu facile et un peu expédié. Voilà. Comme ça, tu auras quand même une idée de ces 3 tomes. Franchement, je reste très satisfaite d'avoir lu cette intégrale, ne serait-ce que pour le plaisir de lire du premier et même du deuxième tome. C'est un post-apo, franchement, qui est très chouette, qui est très agréable. Et là, j'ai envie de le découvrir aussi à l'écran, puisqu'il a été adapté. Et voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si toi aussi tu as lu Silo, et est-ce que tu as eu les mêmes réflexions, les mêmes pensées ressenties que moi? Ça m'intéresse toujours. Je te parlais de littérature asiatique, alors ici on n'y est pas, on est dans la littérature américaine. Je ne l'ai pas mentionné en introduction parce que ici je vais te présenter Vent d'Est, Vent d'Ouest, qui est un roman écrit par Pearl Buck, qui est une autrice américaine. Elle est née en 1892 et elle a obtenu le prix Nobel en 1938. Je n'ai pas parlé de la littérature américaine en intro parce que Pearl Buck part du principe, en tout cas dans son roman, elle va nous parler d'une famille traditionnelle qui vit en Chine, et donc je l'ai un peu glissé dans la littérature asiatique. Voilà, c'est pas vraiment vrai, mais bon, tu m'excuseras, je l'espère. Donc, pour en revenir à ce livre qui a été publié au Livre de Poche, c'est une lecture commune que j'ai réalisée avec Olivia, donc de la chaîne Les Roseaux de Liv. Si tu n'es pas encore allé jeter un coup d'œil sur sa chaîne, qu'est-ce que tu attends? Je dois en parler combien de fois? Mais donc, Olivia a fait partie de la lecture commune, et Céline également. Donc voilà, franchement, très très chouette lecture commune. On a eu de très chouettes échanges tout au long du roman, et c'était vraiment bien agréable de pouvoir être dans cette expérience de lecture, qui en plus a été positive pour nous trois, donc très chouette. Et ça fait partie de la pile à lire des livres que je voulais lire en été. Donc voilà, j'ai coché ça aussi, je suis très contente de l'avoir sorti. Dans Vent d'Est, Vent d'Ouest, on va démarrer avec les confidences d'une Chinoise qui se confie à une autre femme. Elle l'appelle sa sœur, et on va comprendre petit à petit qu'on entre dans ce roman, dans l'intime et dans la psychologie des personnages, mais pas que, j'y reviendrai. Ici, en tout cas, cette femme va nous délivrer ses sentiments et son regard, ses observations. Elle explique, le lecteur comprend très vite que c'est très difficile pour elle, la situation dans laquelle elle est, parce que elle est issue d'une famille traditionnelle, elle respecte les mœurs, les coutumes, et
Elle est mariée avec quelqu'un qui, normalement, est censé être également traditionnel. En plus, il vient d'un milieu assez aisé, assez haut dans la société. Or, elle se rend compte qu'il ne coche pas du tout les cases, que son regard n'est pas le même et que ses attentes par rapport aux femmes chinoises n'est pas celui qu'elle pensait devoir montrer. Et donc il y a ce choc parce que elle ne sait pas comment réagir, elle a envie de plaire à son mari, mais tous ses codes, ses valeurs sont chamboulés. C'est un roman qui est en deux parties. On a cette première partie qui se centre sur cette femme chinoise et la relation qu'elle a avec son mari. Et puis dans une deuxième partie, on va avoir finalement un autre couple. Et je ne vais pas trop en dire parce que sinon, il n'y a pas la magie, encore une fois, de se plonger dans une histoire et de découvrir petit à petit ce qui arrive au personnage. Mais il faut savoir quand même que dans cette confrontation, il n'y a pas que cette dimension en Chine, il y a aussi, puisque c'est vent d'Est, vent d'Ouest, la confrontation avec le monde occidental. Voilà. Ce qu'on va évidemment retrouver dans ce roman, c'est donc cette notion du respect des traditions, le respect des anciens, les différentes coutumes, la confrontation avec une autre culture, un autre pays, une autre façon de voir. L'écriture est très sensible, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Pour que tu puisses t'en rendre compte, voici un petit passage, c'est au chapitre 2, donc je ne spoil pas grand-chose. Je ne me souviens pas d'avoir jamais entendu ma mère prononcer un aussi long discours. En réalité, elle parlait rarement, si ce n'est pour gronder ou commander. Et c'était son rôle, car dans l'appartement de nos femmes, nul ne l'égalait. Elle était la première épouse, supérieure par la position et l'intelligence. Vous avez vu ma mère, elle est très maigre, vous vous souvenez ? Et son visage, avec sa pâleur et son calme, semble sculpté dans l'ivoire. J'ai entendu dire que dans sa jeunesse, avant son mariage, elle possédait une grande beauté, des sourcils d'ombre comme des papillons de nuit, et des lèvres aussi délicates que les boutons de cognacée, aux couleurs de corail. Même à présent, émaciée, elle conserve le clair ovale qu'on voit sur les peintures d'autrefois. Voilà, c'est une écriture qui est très sensible, qui est très ciselée, qui décrit les choses d'une manière... je trouve, je fais le geste qui accompagne, mais c'est très rond, c'est très minutieux, c'est très joli, c'est comme posé là. J'ai beaucoup aimé son style, et en même temps, c'est pas alambiqué, c'est joliment dit, c'est bien tourné, mais c'est pas trop poétique, c'est toujours très direct, très efficace, ça dit ce que ça doit dire. Moi, j'ai beaucoup aimé cette dualité. Et évidemment, cette confrontation par ces différents couples nous donne à réfléchir, nous laisse à réfléchir. C'est intéressant de voir la connaissance que Pearl Buck a de cette culture. Elle est américaine, mais elle a vécu en Chine et moi je trouve que ça se sent, elle ne doit pas en dire beaucoup. Pour moi, alors, il n'y a pas le contexte historique en Chine ou en Amérique qui est évoqué, on n'est pas là-dedans. Par contre, en termes de mœurs, de coutumes, finalement, c'est beaucoup avec les relations qu'ils ont les uns envers les autres, c'est les petits gestes du quotidien, c'est les façons de penser qui vont vraiment illustrer les cultures et les coutumes. C'est pas un contexte historique ou des éléments comme ça très factuels, c'est dans l'intimité que ça se joue, dans la psychologie des personnages que tout commence et qu'on comprend comment est-ce que ces couples fonctionnent, ces familles fonctionnent, les choix qu'ils font. Et en ça, c'est très bien mené, je trouve que c'est bien illustré, c'est un petit roman psychologique, sociologique. J'ai énormément apprécié tout ça. Je trouve que ça va quand même un petit peu vite, ça c'est un petit peu dommage, on a envie que ça dure encore plusieurs pages. J'ai aussi bien plus préféré la première partie que la deuxième. Alors ce ne sont pas des critiques, c'est vraiment mon ressenti. J'ai préféré cette première partie. J'ai trouvé comment ça se découlait. Pour moi, le petit point négatif, si tu l'as lu, peut-être que tu me suivras ou que tu comprendras. Moi, j'ai trouvé que l'histoire d'amour, finalement, était moins crédible, surtout quand on lit la deuxième partie. Je trouve que ça va un petit peu vite. Voilà, et donc ça rendait un petit peu moins crédible, faisable, ce lien et cette histoire d'amour, en tout cas de la manière dont ça va évoluer dans la seconde partie. Voilà, ça n'en reste pas moins une excellente lecture.
C'est Délivrez-nous qui a parlé de Pearl Buck, qui m'a donné envie de lire cette autrice. Je l'en remercie parce que vraiment, il y a des qualités narratives et stylistiques que j'apprécie beaucoup et que je vais essayer de reconduire en tombant sur d'autres livres de Pearl Buck. Un petit essai maintenant pour trancher. J'ai lu Emma Goldman, L'anarchisme, ce dont il s'agit vraiment. On est dans la petite biblio-paillot classique. C'est une autrice américaine et ici c'est traduit de l'anglais et préfacé par Léa Gauthier. Emma Goldman, c'est une autrice qui est née en 1869 et qui est décédée en 1940. Je dis que c'est une autrice américaine, en fait elle est lituanienne, pardon. C'est également un livre que j'avais mis dans ma palle de l'été. Je respecte, j'en suis fort aise. On va retrouver dans cet essai différents textes qui ont été écrits par Emma Goldman. Au niveau des textes, il va y avoir plusieurs thématiques. C'est d'ailleurs le point que je vais le plus critiquer, parce que le titre c'est L'anarchisme, ce dont il s'agit vraiment, et autres textes anarcha-féministes. Le premier, c'est vraiment l'anarchisme, ce dont il s'agit vraiment. Ensuite, on a un texte qui va se centrer sur les minorités, les majorités, puis un texte qui va parler de l'individu, la société, de l'État, et puis on va parler du trafic des femmes, et puis des causes et d'un remède éventuel à la jalousie. Et ces deux derniers textes, pour moi, sont clairement beaucoup plus éloignés de l'anarchisme et sont plutôt en lien avec le féminisme et certaines thématiques qui sont là. Mais moi, j'ai été un peu déçue parce que j'avais comme attente d'avoir des textes qui se centraient sur l'anarchisme. Donc 3 sur 5, voilà, c'est pas mal, mais ce n'était pas encore assez suffisant. Et quand j'ai lu ces deux derniers textes, évidemment, j'étais un petit peu en décalé et avec une autre thématique que ce que j'avais espéré. Si toi tu le sais et que tu es au clair avec ça, eh bien tu n'auras sans doute pas cette déception. Ce que j'ai beaucoup aimé, dans les 3 premiers textes en tout cas, et surtout dans le premier, c'est que il a, pour le coup, répondu à l'attente que j'avais, c'est-à-dire mieux comprendre l'anarchisme. Et là, les concepts vont être un peu mieux alors définis. En tout cas, j'ai davantage compris que l'anarchisme prônait la véritable liberté de l'individu. Et donc, je te le disais, quand j'ai lu Les mains vides, j'étais très intéressée par l'anarchisme. Ici, j'ai approfondi un petit peu ce que c'était, et je ne compte pas m'arrêter là. En tout cas, je vais essayer de mettre la main sur d'autres ouvrages. J'aime beaucoup ces différentes valeurs, les différents concepts qui essayent que l'individu, dans la société, soit le plus libre possible, le plus autonome possible, et qu'il y ait une confiance en l'individu. Il y a clairement une dénonciation de l'État, et je trouve que c'est bien mis en avant, c'est bien expliqué. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça assez clair. C'est assez clair, mais je trouve quand même aussi que dans un... Alors, tu vas me dire, ce n'est pas le but ici parce que ce sont des textes qui ont été écrits par Emma Goldman, elle ne va pas définir pour elle ou pour ceux qui connaissent déjà ces différents termes. Je trouve que dans cet ouvrage, ça aurait été peut-être bien d'avoir un lien entre les différents textes et peut-être des introductions avant chaque texte ou après chaque texte, bon, de préférence avant, pour justement mettre en exergue les différents concepts, pour comprendre quand ces textes ont été écrits, parce que ce n'est pas toujours très compréhensible. Je suis allée également à la recherche d'autres informations. J'ai retrouvé un podcast en 5 épisodes, c'est France Culture, il y en a plusieurs qui ont été faits, dont je parlerai plus tard aussi. En tout cas, il y a un podcast qui parle d'Emma Goldman, et donc voilà, j'ai beaucoup aimé suivre, j'ai pas encore tout terminé, j'ai déjà écouté 2 épisodes, et donc voilà, je trouve ça intéressant de connaître qui est cette personnalité. Pour illustrer un petit peu ce que je dis et pour donner des éléments un peu plus factuels, Emma Goldman définit, en tout cas, dit ceci: « Je dirais que l'anarchisme étant une philosophie de vie, son but est d'établir une société dans laquelle le monde intérieur de l'individu et les conditions qui l'entourent peuvent se fondre harmonieusement afin qu'il puisse utiliser tous les éléments capables d'améliorer et de rendre plus belle la vie autour de lui. À ceci, je voudrais dire aussi que je ne prône pas la violence. » Bon, elle donne d'autres éléments, mais je trouve que c'est intéressant parce que d'entrée de jeu, il y a cette définition qui est donnée à l'anarchisme et ce n'est pas celle
qu'on connaît ou qu'on peut avoir en tête lorsqu'on ne connaît pas ce que c'est l'anarchisme. Et moi je trouve que pour le coup, avec ce qu'elle nous dit, eh bien c'est déjà plus lisible. Pareil, elle explique que l'anarchisme signifie la libération de l'esprit humain, de la domination de l'Église, la libération du corps humain, de la domination de la propriété, la libération de la contrainte du gouvernement. Bon, évidemment, il y a plein d'autres choses. Là, je ne sélectionne que quelques-uns des passages que j'ai trouvés extrêmement limpides, mais moi, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, mieux comprendre ce concept. Elle fait parfois des petites comparaisons comme ça que je trouve assez pertinentes, enfin pas comparaison, mais voilà, il y a des petits éclairs qui te font réfléchir, comme par exemple les éditeurs, les directeurs de théâtre, les critiques ne demandent pas après la qualité inhérente aux œuvres d'art. Ils veulent vendre, s'accorder au goût des gens. Mais hélas, le palais de la masse est un dépotoir, il savoure tout ce qui ne nécessite aucune mastication mentale. Ainsi le médiocre, l'ordinaire, le banal constituent le clou de la production littéraire. Enfin voilà, ça nous fait un petit peu réfléchir aussi à ce qui nous entoure, à comment est-ce qu'on voit les choses. Elle expose évidemment ses avis, ce n'est pas argumenté, ce n'est pas débattu. C'est vraiment intéressant parce que ça recoupe évidemment ce qui a été illustré concrètement dans Les mains vides. Là, elle dit aussi, voilà, elle parle de la philosophie d'un nouvel ordre social fondé sur les énergies libérées de l'individu et l'association volontaire d'individus libres. Et vraiment, quand on a, c'est assez marrant de faire le lien entre les deux, mais donc ça se répond. Je pense que cette philosophie anarchiste telle que présentée ici par Emma Goldman, bon, elle peut se décliner, j'imagine qu'il y a plusieurs manières de définir l'anarchisme. Ici, il y avait plein de points qui me semblaient intéressants, que j'ai retrouvés également dans Les mains vides. Ce serait intéressant évidemment de voir d'autres auteurs et d'autres engagés, pour voir un petit peu comment est-ce qu'eux s'approprient cette notion et cette philosophie. Il manque des choses parce qu'on ne va pas très loin, on ne développe pas, il n'y a pas d'explication d'où ça vient. Voilà, elle le fait un petit peu, mais ça aurait pu être encore plus creusé. Ici, en tout cas, ce sont ces textes, ça permet déjà de savoir un petit peu ses opinions sur ces différents points. Et moi, ça m'a donné clairement envie de continuer à connaître des choses. Donc si toi, c'est un sujet que tu connais et si tu as des ouvrages à me recommander ou des auteurs, autrices à me recommander, eh bien n'hésite pas à envahir l'espace commentaire. On revient à la littérature asiatique parce que comme tu le vois, j'aime bien passer de l'un à l'autre. J'ai sorti de ma pile à lire Lisons l'Asie pour que chante Les montagnes de Nguyen Phan Kem. On est aux éditions Charleston. C'est une autrice qui est vietnamienne. Ici, c'est traduit de l'anglais par Sarah Tardy. Ça a été publié en 2022. Pour que chantent les montagnes, c'est une lecture commune que j'ai faite avec Fanny, d'une part, et avec Rose de la chaîne Rose Livre, d'autre part. Si tu ne connais pas la chaîne de Rose, je t'invite vraiment à aller découvrir aussi sa chaîne. Tout autre style, toute autre ambiance. Là, tu vas retrouver de chouettes recos et beaucoup d'humour. C'est vraiment le trait que je retire. J'adore sa chaîne, n'hésite pas à y aller aussi. C'est la première fois que j'en parle, donc je donne un petit peu plus d'infos. Mais donc voilà, il y a aussi un super concept puisque elle fait des vidéos, un pays, un livre, une recette. Et d'autres éléments en plus, donc on apprend plein de choses, c'est hyper intéressant. Et toujours avec beaucoup d'humour. Pour cette histoire, on va suivre Dieu Lan et sa famille parce que c'est toute une saga familiale qui se déploie ici. On va les suivre sur 3 générations, pas mal de personnages féminins. On va les suivre pendant la guerre du Vietnam, sous les années, entre les années 55 et 75. C'est un livre qui va nous mettre en avant tout ce contexte politique parce que la guerre est au centre de cette saga familiale. Les événements qu'il traverse sont directement liés au contexte, que ce soit en interne, entre les différents partis, les visions, et puis au niveau externe, puisque il y a cette guerre qui se passe aussi, avec d'autres au niveau de l'international. C'est très intéressant parce que on glisse dans la peau de cette famille et on apprend et on s'enrichit en connaissant davantage
aussi tout ce contexte politique, cette opposition entre le nord et le sud du Vietnam. Et je trouve que quand on ne connaît pas, eh bien ici, on va vraiment apprendre. Il y a suffisamment d'éléments pour dire que c'est un roman historique, saga familiale historique. Et ça, c'est parfois ce que je peux reprocher parce qu'il n'y a pas assez. Ici, il y en a quand même suffisamment pour bien s'approprier la petite histoire ainsi que la grande histoire de cette famille. Il y a pas mal de passages assez durs parce que les habitants, la population n'est pas tendre, parce qu'une guerre, ce n'est pas tendre non plus. Et donc, il faut s'attendre à avoir le cœur serré, à endurer pas mal de choses assez violentes, psychologiquement et physiquement. Il y a beaucoup d'enjeux qui se passent au niveau de ces personnages aussi. Alors je le dis pourquoi? Parce que quand il ne se passe rien, le lecteur est là, on sait que le personnage principal va s'en sortir, et donc il y a peu d'enjeux, peu de tensions, mais quand ce n'est pas le cas, évidemment, ça rajoute quelque chose, ça participe, je trouve, au stress et au côté haletant et volonté de découvrir ce qui va arriver à ces personnages. Il y a donc ces différents destins de vie, en plus du combat pour survivre, pour essayer de tenir sa famille. On sent beaucoup d'amour, beaucoup de respect dans cette famille aussi. Ils vont passer par plein de stades, donc c'est très intéressant de voir le statut qu'ils peuvent avoir à un moment, et puis le statut qui évolue, le regard que les autres populations posent sur eux. Bref, j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture. Je trouve que c'est un style qui est très direct, qui est très fluide. Honnêtement, c'est un petit page-turner. Pour moi, la difficulté, pas la difficulté, le bémol que j'ai, c'est qu'à la fin, j'ai trouvé que c'était une sorte... Alors, je ne peux pas dire évidemment quoi, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu happy ending. Voilà, c'était parfois un peu trop gros. Alors, soit happy ending comme ça, soit vraiment un peu trop dans les circonstances qui font que certaines choses se passent et il y a vraiment 0,0001 chance pour que ça arrive. Ici, ça cumulait un petit peu beaucoup ces petites statistiques marginales. Mais bon, voilà, ça reste le bémol. C'est pour ça que c'est pas ma meilleure lecture ou une de mes meilleures lectures, mais ça reste une lecture plaisante. Alors plaisante, on se comprend. Voilà, j'ai aimé lire cette histoire, j'ai aimé son style, j'ai aimé suivre ses personnages et j'ai aimé comprendre, savoir ce qu'ils vivaient. Le livre m'a vraiment embarqué et c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande aussi au livre, donc très bonne lecture pour ma part, pour que chantent les montagnes. Et puis le dernier livre du topo du jour, c'est La vie rêvée des plantes, qui a été écrit par Lee Seung-hu. C'est un roman qui a été publié aux éditions Zulma en 2006 et c'est un auteur qui est coréen. Ça a été traduit par Choi Mi-kung et Jean-Noël Jutet. Ici, c'est une lecture commune que j'ai faite avec Alice. Je l'en remercie aussi, d'autant plus que sans elle, je pense que je ne l'aurais jamais sorti, même si il fait partie de ma pile à lire Lisons l'Asie. Mais il y avait tellement de livres que j'avais envie de lire avant que ça n'aurait pas été une priorité dans mes choix de lecture. Et donc grâce à Alice, eh bien, je l'ai sorti et à nouveau, je termine avec un livre que j'ai adoré. Voilà, donc un grand merci. En plus, c'était très chouette d'échanger, d'avancer petit à petit. Bon, je le dis à chaque fois, mais en fait, c'est vrai. J'adore faire des lectures communes. Pour La vie rêvée des plantes, on va suivre Ki-young, qui est le personnage principal. On va le suivre dans sa famille, et c'est une famille assez restreinte, puisqu'il est avec son père, sa mère et son frère aîné. Nous, on va le suivre au moment où il revient dans sa famille. Et donc, on va alterner entre des moments dans le présent et des moments dans le passé pour essayer de comprendre pourquoi Ki-young est parti, pourquoi il est revenu et dans quelle situation familiale il revient. On comprend très vite que c'est un personnage torturé qui culpabilise et qui, du coup, va agir en vue d'obtenir une rédemption, en vue d'enlever sa culpabilité. C'est ici aussi une vraie histoire dramatique. L'auteur a une écriture qui montre et qui illustre vraiment bien les différentes émotions et
les sentiments des différentes de cette famille aussi. J'ai trouvé que c'était très juste, c'était très précis au niveau des ressentis, mais c'est très authentique aussi. On aborde la bassesse humaine, l'âme humaine dans toute sa splendeur, et c'est décrit avec beaucoup de dentelle. On ressent les culpabilités, on ressent le côté parfois un peu malsain, on ressent énormément de choses, je trouve, et c'est très habile en termes psychologiques. Pour avoir une idée, nous avons quitté Namchon, nous sommes revenus à Séoul. Ces 2 derniers jours m'ont paru interminables, comme si 2 ans, non 20, s'étaient écoulés. Mon frère et moi nous sommes inclinés devant le corps du défunt. La chapelle ardente dressée pour lui, sans faste, demeurait silencieuse. Il y avait très peu de monde. Les rares personnes qui avaient fait le déplacement n'étaient pas très loquaces. Elles parlaient comme si elles se savaient écouter. Il m'a semblé, peut-être n'était-ce qu'une impression, qu'elle jetait des coups d'œil sur nous, qu'elle parlait de nous. Ma mère a pris place dans un coin. Toute son attitude disait la gêne ressentie, tel un arbre planté au mauvais endroit. Sa présence avait quelque chose de dérangeant, de déplacé. Dérangeante et déplacée, la mienne ne l'était pas moins. Nous ne savions plus comment nous comporter, non pas parce que nous avions du mal à mettre de l'ordre dans nos idées, mais parce que nous ne savions pas ce qui convenait. Enfin voilà, ça illustre pour moi vraiment cette écriture qui se centre sur les émotions, sur les ressentis et qui arrive à décrire et à nous donner ce détail des pensées, de comment les gens se sentent, comment ils se portent, ils se positionnent et comment ils observent les choses. C'est extrêmement fin. J'ai trouvé qu'il y avait en même temps, voilà, on est dans l'intime, on est dans tout ce qui est psychologique et on ne s'ennuie jamais parce qu'il y a une bonne dose aussi d'action, de prise de décision des personnages. Je disais que c'était très authentique, comme c'est à la première personne, on est évidemment tout de suite au cœur de ce qui se passe. Il y a aussi beaucoup de remise en question, c'est authentique parce que c'est aussi très honnête. Le personnage qui nous parle, il nous montre ses failles, il n'a pas peur de tout nous montrer, il ne nous cache rien a priori, et donc on est assez fasciné par cette justesse et cette honnêteté. On va se centrer sur l'amour filial, l'amour familial qu'il peut y avoir, et c'était très intense. Il y a beaucoup de passion, même si on décrit et que parfois il y a de la distance et de la retenue. C'était très habile, il y avait beaucoup de choses. C'est une histoire que j'ai aussi trouvée très bien construite, mais sans qu'on sente les ficelles. Mais j'ai trouvé que globalement, quand on referme le livre, il y a une belle fin. Il y a une belle analogie avec les plantes, c'est habile, c'est pas qu'un titre, c'est pas qu'une idée, c'est bien ficelé, c'est bien tenu, c'est très beau, ça donne une dimension supplémentaire au texte quand on referme le livre. Et donc j'ai envie de conclure en disant que c'est un livre qui est carré, mais qui est rond en même temps. Voilà, j'ai adoré cette lecture et donc encore un grand merci Alice de m'avoir sorti ce livre de ma palle. Donc voilà, si tu ne connais pas, si tu as un doute, si tu aimes aussi les histoires qui avancent lentement, parce que c'est vrai que ce n'est pas trépidant comme Silo, mais moi je ne me suis jamais ennuyée et j'ai toujours été très attirée, j'ai toujours eu envie de revenir dans cette histoire et d'en apprendre plus sur ces différents personnages et leurs pensées. Voilà, si ça t'a intéressé, interpellé, eh bien, c'est peut-être que ce livre est pour toi. J'espère que je t'ai donné des idées, des envies peut-être. Quoi qu'il en soit, je t'attends en commentaire, soit pour parler des livres que j'ai présentés, soit parler de tes livres. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as lu cette semaine ou ce que tu as envie de lire la semaine prochaine. Si jamais, parce que c'est une petite nouveauté, tu as envie de booster la chaîne et d'aider, donc tu as jusqu'à 7 jours après la publication de la vidéo pour booster cette vidéo. Si j'ai bien compris, on a droit à 3 vidéos, à booster 3 vidéos gratuitement par semaine. C'est un onglet qui se trouve en dessous de la vidéo. Il y a enregistré, partagé et il y a boosté. Voilà, je ne sais pas quel est le résultat, mais si jamais tu veux aider la chaîne / m'aider, voilà, je le lance. Sinon, je te souhaite en tout cas de très belles lectures et en attendant une prochaine vidéo, évidemment que le plaisir de lire soit avec toi.